L'odeur du café fort emplissait ma petite cuisine, un arôme familier qui, d'autrefois, suffisait à réchauffer mon âme. Aujourd'hui, il ne faisait qu'accentuer le vide glacial qui s'était installé en moi. Les murs de cette maison, autrefois vibrants de rire et de vie, résonnaient désormais du silence assourdissant de leur absence. Mes enfants, mes trois trésors, avaient choisi leur voie, une voie qui ne passait plus par ma porte. Leurs appels se raréfiaient, leurs visites devenaient des événements exceptionnels, marqués par une gêne palpable, une hâte de repartir. J'avais beau essayer de masquer ma détresse, leur regard me trahissait. Ils me voyaient comme une vieille dame seule, encombrante, un vestige d'un passé qu'ils préféraient oublier. Je me souvenais de leurs petites mains agrippées à mes jupes, de leurs questions incessantes, de leur confiance absolue. Où était passée cette époque? L'usure du temps, sans doute, avait creusé des sillons non seulement sur mon visage, mais aussi dans nos liens. J'avais consacré ma vie à leur épanouissement, sacrifiant mes propres désirs, mes ambitions. Je pensais que cet amour inconditionnel, cette abnégation, serait un gage de leur retour, de leur affection éternelle. Quelle naïve j'étais! Leur vie avait pris leur envol, et je n'étais qu'une escale oubliée sur leur parcours. Ce matin-là, le journal posé sur la table, j'ai parcouru les pages sans vraiment lire. Les nouvelles du monde extérieur me semblaient lointaines, dénuées d'intérêt face à la dévastation intime qui me consumait. Pourtant, au détour d'une annonce financière, une phrase a capté mon regard, une simple ligne qui a fait trembler les fondations de ma réalité. Une ligne qui parlait d'un investissement, d'une décision prise il y a des décennies, une décision que j'avais prise dans l'ombre, loin des regards et des jugements. Une décision qui avait, contre toute attente, prospéré. Et pas qu'un peu. Le chiffre qui y était associé m'a fait vaciller. 50 millions. Caches. Une fortune bâtie sur le silence et la persévérance. Un sourire amer a effleuré mes lèvres. Il pensait m'avoir abandonné à ma solitude, à ma déchéance. Il ne savait pas. Il ne savait rien. La découverte de cette fortune, si longtemps dissimulée, n'avait pas effacé la douleur, mais elle avait allumé une étincelle. Une étincelle de pouvoir, peut-être, ou simplement la satisfaction amère de savoir que mes sacrifices n'avaient pas été entièrement vains. 50 millions. L'idée tourbillonnait dans mon esprit, déroutante, presque irréelle. Pendant des années, j'avais vécu dans une frugalité choisie, une sorte de pénitence auto-infligée, convaincue que la vie m'avait dépouillé de tout ce qui comptait. J'avais accepté cette image de vieille femme démunie, abandonnée à son sort, une image qu'ils avaient si facilement adoptée. Je me suis levé de la table de la cuisine, le journal froissé entre mes mains. L'odeur du café semblait désormais moins morose, moins empreinte de solitude. Il y avait une nouvelle réalité à appréhender, une réalité que j'avais moi-même construite, pierre par pierre, dans le secret. Mes doigts ont effleuré la surface lisse du plan de travail en granit, un reste de cette époque où nous avions rénové la maison, avant que le silence ne s'y installe. Je me suis dirigé vers le salon, mes pas résonnant sur le parquet. La pièce s'était baignée d'une lumière douce filtrant à travers les voilages immaculés. Sur la cheminée, une photo encadrée attirait mon regard. Mes trois enfants, souriants, leurs bras autour de mes épaules. Ils étaient si jeunes, si pleins de vie. Une vague de tendresse mêlée d'une pointe de ressentiment m'a submergé. J'ai traversé le salon pour atteindre mon bureau, une petite pièce attenante, autrefois un boudoir, que j'avais aménagé pour y ranger mes papiers et mes livres. L'air y était plus confiné, chargé de l'odeur de vieux papier et de cuir. Sur le bureau, un vieil ordinateur portable, plus long qu'un escargot, attendait patiemment. Il était mon seul lien avec ce monde virtuel que je n'avais jamais vraiment maîtrisé, mais qui m'avait servi de refuge discret. Mes doigts ont tapoté sur le clavier, le bruit familier des touches remplissant le silence. Il me fallait vérifier, confirmer. L'annonce dans le journal n'était qu'une confirmation publique d'une réalité bien plus profonde. L'odeur du café fort emplissait ma petite cuisine, un arôme familier qui, d'autrefois, suffisait à réchauffer mon âme. Aujourd'hui, il ne faisait qu'accentuer le vide glacial qui s'était installé en moi. Les murs de cette maison, autrefois vibrants de rire et de vie, résonnaient désormais du silence assourdissant de leur absence. Mes enfants, mes trois trésors, avaient choisi leur voie, une voie qui ne passait plus par ma porte. Leurs appels se raréfiaient, leurs visites devenaient des événements exceptionnels, marqués par une gêne palpable, une hâte de repartir. J'avais beau essayer de masquer ma détresse, leur regard me trahissait. Ils me voyaient comme une vieille dame seule, encombrante, un vestige d'un passé qu'ils préféraient oublier. Je me souvenais de leurs petites mains agrippées à mes jupes, de leurs questions incessantes, de leur confiance absolue. Où était passée cette époque? L'usure du temps, sans doute, avait creusé des sillons non seulement sur mon visage, mais aussi dans nos liens. J'avais consacré ma vie à leur épanouissement, sacrifiant mes propres désirs,
mes ambitions. Je pensais que cet amour inconditionnel, cette abnégation, serait un gage de leur retour, de leur affection éternelle. Quelle naïve j'étais. Leur vie avait pris leur envol, et je n'étais qu'une escale oubliée sur leur parcours. Ce matin-là, le journal posé sur la table, j'ai parcouru les pages sans vraiment lire. Les nouvelles du monde extérieur me semblaient lointaines, dénuées d'intérêt face à la dévastation intime qui me consumait. Pourtant, au détour d'une annonce financière, une phrase a capté mon regard, une simple ligne qui a fait trembler les fondations de ma réalité. Une ligne qui parlait d'un investissement, d'une décision prise il y a des décennies, une décision que j'avais prise dans l'ombre, loin des regards et des jugements. Une décision qui avait, contre toute attente, prospéré. Et pas qu'un peu. Le chiffre qui y était associé m'a fait vaciller. 50 millions. Caches. Une fortune bâtie sur le silence et la persévérance. Un sourire amer a effleuré mes lèvres. Il pensait m'avoir abandonné à ma solitude, à ma déchéance. Il ne savait pas. Il ne savait rien. La découverte de cette fortune, si longtemps dissimulée, n'avait pas effacé la douleur, mais elle avait allumé une étincelle. Une étincelle de pouvoir, peut-être, ou simplement la satisfaction amère de savoir que mes sacrifices n'avaient pas été entièrement vains. 50 millions. L'idée tourbillonnait dans mon esprit, déroutante, presque irréelle. Pendant des années, j'avais vécu dans une frugalité choisie, une sorte de pénitence auto-infligée, convaincu que la vie m'avait dépouillé de tout ce qui comptait. J'avais accepté cette image de vieille femme démunie, abandonnée à son sort, une image qu'ils avaient si facilement adoptée. Je me suis levé de la table de la cuisine, le journal froissé entre mes mains. L'odeur du café semblait désormais moins morose, moins empreinte de solitude. Il y avait une nouvelle réalité à appréhender, une réalité que j'avais moi-même construite, pierre par pierre, dans le secret. Mes doigts ont effleuré la surface lisse du plan de travail en granit, un reste de cette époque où nous avions rénové la maison, avant que le silence ne s'y installe. Je me suis dirigé vers le salon, mes pas résonnant sur le parquet. La pièce était baignée d'une lumière douce filtrant à travers les voilages immaculés. Sur la cheminée, une photo encadrée attirait mon regard. Mes 3 enfants, souriants, leurs bras autour de mes épaules. Ils étaient si jeunes, si pleins de vie. Une vague de tendresse mêlée d'une pointe de ressentiment m'a submergé. J'ai traversé le salon pour atteindre mon bureau, une petite pièce attenante, autrefois un boudoir, que j'avais aménagé pour y ranger mes papiers et mes livres. L'air y était plus confiné, chargé de l'odeur de vieux papiers et de cuir. Sur le bureau, un vieil ordinateur portable, plus long qu'un escargot, attendait patiemment. Il était mon seul lien avec ce monde virtuel que je n'avais jamais vraiment maîtrisé, mais qui m'avait servi de refuge discret. Mes doigts ont tapoté sur le clavier, le bruit familier des touches remplissant le silence. Il me fallait vérifier, confirmer. L'annonce dans le journal n'était qu'une confirmation publique d'une réalité bien plus profonde. Mes enfants, rayonnants, leurs bras autour de moi. Un sourire mélancolique a effleuré mes lèvres. Ils étaient mon monde, et je le resterai toujours, d'une certaine manière. Mais leur monde ne serait plus le seul à compter. Je me suis dirigé vers la cuisine, là où tout avait commencé ce matin. L'odeur du café était toujours présente, mais elle avait changé de signification. Elle n'était plus le symbole de ma solitude, mais le parfum discret d'une nouvelle ère. J'ai attrapé mon sac à main, un vieux sac en cuir usé qui avait vu passer tant d'années. Il était temps de sortir, de ne plus rester enfermé dans les murs de mes souvenirs et de mes regrets. Je suis sorti de la maison, refermant doucement la porte derrière moi. L'air frais du soir m'a caressé le visage. Le quartier était calme, les lumières des maisons commençaient à s'allumer. Je ne savais pas encore où j'allais, ni ce que j'allais faire. Mais pour la première fois depuis longtemps, je sentais une énergie nouvelle me parcourir, une détermination tranquille. Les 50 millions n'étaient pas seulement une somme d'argent. Ils étaient une promesse, la promesse d'une vie réinventée. Une vie où je ne serais plus jamais abandonnée, car j'avais toujours eu en moi les moyens de mon propre salut. Le silence de la maison s'était transformé en un murmure de possibilités infinies. Je ne savais pas exactement où j'allais, mais le simple fait de sortir de cette maison, de sentir le vent frais sur mon visage, était déjà une victoire. Les rues étaient familières, mais ce soir, elles me semblaient différentes, pleines de promesses nouvelles. J'ai marché sans but précis, laissant mes pas me guider. Le quartier, d'ordinaire si paisible à cette heure, semblait vibrer d'une énergie que je n'avais jamais ressentie auparavant. Les lumières des fenêtres, autrefois symboles de foyers chaleureux auxquels je n'appartenais plus vraiment, me paraissaient maintenant comme autant de possibilités. J'ai passé devant le petit café où j'avais l'habitude de prendre mon journal. Il y a encore quelques heures, l'idée d'y entrer seule me semblait empreinte d'une tristesse infinie. Aujourd'hui, j'imaginais y retourner,
Non pas pour me cacher dans un coin avec un livre, mais pour m'asseoir à une table, commander un bon café et observer le monde, peut-être même engager la conversation. Mon regard s'est posé sur une vitrine alléchante, celle d'une librairie que j'avais toujours aimée, mais que je n'avais pas visitée depuis des années. Je me suis souvenu des heures passées à flâner entre les rayons, à respirer l'odeur du papier et de l'encre, à rêver d'aventures lointaines. J'avais toujours reporté mes envies pour me consacrer aux autres, pour être disponible. Mais cette fois, il n'y avait plus rien à reporter. J'ai poussé la porte vitrée. Le tintement doux de la clochette a résonné dans la quiétude du lieu. L'atmosphère était exactement comme dans mes souvenirs, chaleureuse, accueillante, havre de paix pour les esprits curieux. J'ai parcouru les allées, mes doigts effleurant les reliures. Mes yeux se sont arrêtés sur un roman d'aventure, un de ces livres qui vous transportent loin, très loin. Je l'ai pris, l'ai ouvert au hasard. Les mots ont dansé devant mes yeux, promettant un voyage, une évasion. J'ai souri. Ce n'était pas grand-chose, juste un livre, mais pour moi, cela représentait un pas de géant. C'était la preuve que ma vie n'était pas terminée, qu'elle pouvait encore prendre des tournures inattendues. Je me suis dirigé vers la caisse. La jeune vendeuse, aux cheveux teints en bleu, m'a adressé un sourire aimable. « Bonsoir, madame », a-t-elle dit d'une voix douce. « Vous avez trouvé votre bonheur. » J'ai hoché la tête, un sentiment de légèreté m'envahissant. « Oui, je crois bien », ai-je répondu, ma voix un peu plus assurée que d'habitude. Elle a scanné le livre, puis a murmuré le prix. J'ai sorti mon portefeuille, le même vieux portefeuille en cuir que j'utilisais depuis des lustres. En y cherchant ma carte, mes doigts ont rencontré une petite photo jaunie. C'était moi, beaucoup plus jeune, avec mes enfants. Ils étaient si petits, si joyeux. Une pointe de nostalgie m'a traversée, mais elle était teintée d'une nouvelle compréhension. Ces moments, aussi précieux soient-ils, ne définissaient pas toute mon existence. J'ai payé mon achat, remercié la vendeuse et je suis ressorti, le livre serré contre moi. Dehors, la nuit était tombée. Les étoiles commençaient à poindre dans le ciel sombre. J'ai levé les yeux, contemplant la voûte céleste. J'ai toujours aimé regarder les étoiles. Elles me rappelaient l'immensité de l'univers, la petitesse de mes propres soucis, mais aussi la grandeur de mes propres possibilités. Ces 50 millions. Ils étaient comme une constellation nouvelle qui venait de s'allumer dans mon ciel personnel, mais une promesse d'exploration, de découverte. J'ai repris ma marche, cette fois avec une destination en tête. Le parc, juste au bout de la rue. J'avais besoin d'un endroit calme pour réfléchir, pour savourer cette nouvelle réalité. Je me suis assise sur un banc, sous un grand chêne dont les feuilles commençaient à prendre des teintes automnales. Le silence était profond, seulement troublé par le murmure lointain de la ville. J'ai ouvert le livre, mais je n'ai pas lu. Je fermais les yeux, laissant la sérénité de la nuit m'envahir. Ce n'était pas la fin, mais un nouveau commencement. Un commencement où je serais enfin l'auteur de ma propre histoire. Une histoire bien plus riche et surprenante que ce que quiconque aurait pu imaginer. La femme qui croyait abandonnée était, en réalité, plus forte et plus libre que jamais. Et cela, c'était le plus beau des trésors. Le banc du parc était frais sous moi, et le silence de la nuit, seulement troublé par le murmure lointain de la ville, avait une qualité presque sacrée. J'ai ouvert le roman d'aventure, mais mes yeux ne lisaient pas les mots imprimés. Ils étaient levés vers le ciel, vers ces points lumineux qui semblaient si distants et pourtant si familiers. Les étoiles. Elles étaient là, immuables, témoins silencieux de tant de vie, de tant de joie et de peine. Et moi, assise là, avec mon livre acheté sur un coup de tête, je me sentais enfin partie prenante de cette immensité. L'idée de ces 50 millions, toujours présente, n'était plus une source d'excitation fébrile, mais une encre tranquille. Elle me donnait la permission d'être, de respirer, de rêver. Jusqu'à présent, mes rêves avaient été des ombres fugaces, rapidement chassés par les nécessités du quotidien, par les besoins de mes enfants. Maintenant, ils pouvaient prendre forme. Je pensais à ce que je pourrais faire, non pas pour impressionner, non pas pour rattraper le temps perdu, mais pour moi. Pour la première fois, le « moi » n'était pas une notion égoïste, mais une évidence. Le souvenir de la vendeuse à la librairie, ses cheveux bleus et son sourire sincère, m'est revenu. Elle ne savait rien de moi, de mon passé, de mes luttes. Pourtant, elle m'avait traité avec une gentillesse simple et désintéressée. C'était le genre d'interaction que j'avais fini par oublier, noyé dans la routine et la solitude. J'avais envie de retrouver ces moments, ces petites étincelles de connexion humaine. Peut-être que le café du coin, celui que j'avais évité pendant si longtemps, pourrait devenir un nouveau lieu de rendez-vous avec moi-même et avec le monde. J'ai pensé à mes enfants. L'idée de leur annoncer la nouvelle me traversait toujours l'esprit, mais l'urgence avait disparu. Il y avait une satisfaction profonde à garder ce secret pour moi,
à savourer cette indépendance retrouvée avant de la partager. Quand je le ferai, ce serait à mes conditions, sans la pression de leurs attentes ou de leur jugement. Je voulais qu'ils me voient différemment, pas comme une vieille dame fragile et dépendante, mais comme une femme qui avait ses propres ressources, ses propres projets. Le vent s'est levé, faisant bruisser les feuilles du grand chêne au-dessus de moi. C'était un son doux, réconfortant. J'ai senti une chaleur monter en moi, une chaleur qui n'avait rien à voir avec le froid de la nuit. C'était la chaleur de la liberté, la promesse d'un avenir que je pouvais enfin façonner. Les 50 millions n'étaient pas une baguette magique qui effacerait toutes mes peines, mais ils étaient un outil puissant, une opportunité de réécrire ma propre histoire. Une histoire où je ne serais plus jamais abandonnée, car j'avais toujours eu en moi la force de me relever. Je me suis levé du banc, le livre serré dans ma main. La nuit était encore jeune, et une nouvelle journée se profilait, pleine de possibilités encore inconnues. Je ne savais pas encore précisément ce que j'allais faire de cette fortune, ni comment elle allait changer ma vie au quotidien. Mais je savais une chose, je n'étais plus celle que j'étais il y a quelques heures à peine. J'étais une femme libre, avec un avenir à construire, un avenir qui m'appartenait entièrement. Le chemin du retour vers ma maison semblait différent, moins lourd. Chaque pas me rapprochait d'un nouveau départ, d'une nouvelle ère. La lune, haute dans le ciel, semblait me sourire. Le retour à la maison fut étrangement paisible. La clé tourna dans la serrure avec une familiarité rassurante, mais cette fois, le son ne résonna pas comme une condamnation, mais comme le prélude à un nouveau chapitre. J'ai refermé la porte derrière moi, le livre toujours serré contre ma poitrine. L'obscurité de l'entrée était la même, les meubles familiers, l'odeur de renfermé persistait, mais tout cela semblait appartenir à une vie antérieure. J'ai allumé la petite lampe du salon, la lumière douce projetant des ombres familières sur les murs. Assise dans mon fauteuil, celui où j'avais passé tant d'heures à attendre, à m'inquiéter, à me sentir inutile, j'ai enfin osé regarder autour de moi avec des yeux nouveaux. Ce n'était pas la maison qui avait changé, c'était moi. La lourdeur qui m'habitait s'était dissipée, remplacée par une légèreté inattendue. Les 50 millions. Ce chiffre résonnait encore en moi, non pas comme une promesse de richesse matérielle, mais comme la clé d'une liberté longtemps rêvée. Une liberté de choisir, de décider, d'être. J'ai posé le livre sur la petite table basse, son titre me rappelant la décision audacieuse que je venais de prendre. Ce simple acte, entrer dans une librairie et acheter un livre pour moi-même, avait été un acte de rébellion silencieuse contre des années d'oubli de soi. J'ai repensé à mes enfants. Leur absence dans ma vie était encore une blessure, une plaie qui suintait parfois. Mais cette blessure ne me définissait plus entièrement. Ils avaient fait leur choix, et j'avais fait le mien. Le leur était de s'éloigner, le mien était de me retrouver. Cette découverte, celle de ma propre résilience, de ma capacité à me réinventer, était plus précieuse que tout l'or du monde. Les 50 millions n'étaient que le catalyseur, le coup de pouce qui m'avait permis de voir la lumière au bout du tunnel. J'ai fermé les yeux, laissant l'image des étoiles revenir. Elles étaient là, indifférentes à mes joies et à mes peines, mais leur présence constante me rassurait. Elles étaient un rappel de l'immensité, de la petitesse de mes soucis face à l'univers, mais aussi de la grandeur des possibilités qui s'ouvraient à moi. Je n'étais plus une feuille morte emportée par le vent, mais un arbre qui commençait à puiser de nouvelles forces dans ses racines. L'idée de contacter une banque, de comprendre les démarches à suivre, commença à prendre forme dans mon esprit. Ce n'était pas une pensée urgente, mais une perspective rassurante. Il y avait une procédure, une logique à suivre, et j'étais prête à l'affronter. Non pas avec l'angoisse de mes anciennes vulnérabilités, mais avec la détermination tranquille de celle qui sait ce qu'elle vaut et ce qu'elle peut accomplir. J'ai ouvert les yeux et j'ai regardé la pièce. Ce n'était plus une prison dorée, mais un point de départ. Un lieu à partir duquel je pouvais construire mon avenir. Un avenir où mes choix seraient les miens, mes désirs respectés, mes rêves autorisés à éclore. La solitude qui m'avait empesé commençait à se transformer en une compagnie choisie, une présence douce qui me permettait d'entendre ma propre voix. La femme qu'ils avaient cru abandonner, perdue dans sa propre vie, était en train de renaître, plus forte et plus sage que jamais. Et ce renouveau, c'était le plus beau des cadeaux. Le petit matin commençait à peine à poindre, teignant le ciel d'une palette de gris et de rose timide. Assise dans mon fauteuil, le livre de poche posé sur mes genoux, je me sentais étrangement éveillée. Les 50 millions. Ce chiffre, qui avait longtemps été une chimère, une impossibilité lointaine, était désormais une réalité tangible, un poids d'eau dans mon esprit. Il ne s'agissait pas seulement d'argent. C'était la promesse d'une nouvelle existence, libérée des contraintes qui avaient façonné ma vie jusqu'à présent. J'ai repensé à ma vie d'avant, celle où chaque journée était une lutte silencieuse. Le souci constant de joindre les deux bouts, la peur de l'avenir, l'impression d'être constamment au bord du gouffre. Mes enfants, si éloignés aujourd'hui,
avaient été le centre de mon univers. Je me souviens des nuits blanches à veiller sur eux, à soigner leur fièvre, à les encourager dans leurs petits combats. Et maintenant, ils avaient grandi, pris leur envol, me laissant dans le silence de cette maison qui avait été le théâtre de tant de joie et de peine. Leur absence était une plaie qui, je le savais, ne guérirait jamais complètement, mais la découverte de cette fortune venait apaiser, sinon effacer, une partie de cette douleur. L'idée de contacter la banque me trottait dans la tête. Ce n'était pas une envie pressante, plutôt une douce anticipation. Il fallait comprendre les démarches, organiser les choses. J'imaginais le choc sur le visage du conseiller lorsqu'il découvrirait la nature de mon héritage, le testament oublié, la vie secrète de cette tante que je connaissais si peu. Cette tante, dont le nom seul évoquait une certaine excentricité, une vie peut-être plus libre que la mienne ne l'avait jamais été. Elle m'avait laissé un cadeau inestimable, un moyen de reprendre le contrôle de ma destinée. J'ai regardé la petite lampe qui éclairait le salon. Sa lumière dorée me semblait plus chaleureuse, plus accueillante qu'auparavant. Ce n'était pas la lampe qui avait changé, bien sûr, mais mon regard sur elle, sur cette maison, sur ma propre vie. Les murs semblaient moins oppressants, le silence moins lourd. Il y avait une quiétude nouvelle, une sérénité que je n'avais pas ressentie depuis des années. Les 50 millions étaient là, un coffre rempli de possibilités, attendant d'être ouvert. Je me suis levée et me suis dirigée vers la fenêtre. Le ciel s'éclaircissait doucement. Les premières lueurs du jour annonçaient un nouveau départ. J'ai pensé à ce que je pourrais faire de cette liberté retrouvée. Voyager, apprendre de nouvelles choses, simplement vivre, sans l'ombre constante de l'inquiétude. Pour la première fois depuis longtemps, le futur ne m'apparaissait pas comme une étendue grise et incertaine, mais comme une toile vierge, prête à être peinte. Le souvenir de la vendeuse à la librairie, ses cheveux bleus et son sourire sincère, m'est revenu. Ce petit moment de connexion humaine, si simple, si désintéressé, avait été un rayon de soleil dans ma journée. Peut-être que je devrais me permettre plus souvent ces petits plaisirs, ces interactions qui donnent un sens à l'existence. Le café du coin, ce lieu que j'avais évité par habitude, pourrait devenir un endroit où je m'autoriserais à être, à observer, à simplement exister. Une pensée fugace m'a traversé l'esprit, mes enfants. Quand et comment leur annoncer la nouvelle? L'idée me donnait encore une certaine appréhension, mais elle était tempérée par la certitude que cette fois, je n'avais plus besoin de leur approbation ou de leur soutien. J'avais ma propre force, ma propre indépendance. Je voulais qu'ils me voient comme une femme capable, une femme qui avait trouvé sa propre voie, et non pas comme celle qu'ils avaient cru abandonner. Les 50 millions étaient la preuve de ma résilience, de ma capacité à me relever, à me réinventer. Ce n'était pas une fin, mais un commencement. Et ce commencement, je le vivrais à ma manière. Le petit matin s'étirait, encore hésitant, sur la ville endormie. J'avais passé la nuit à remuer, mon esprit tourbillonnant dans les méandres de cette nouvelle réalité. Les 50 millions. Ce chiffre, autrefois si lointain, si abstrait, résonnait maintenant en moi comme une promesse concrète, un levier qui allait enfin me permettre de respirer. Je me suis levée du fauteuil, mes membres un peu raides, et me suis dirigée vers la cuisine. Le silence de la maison était différent aujourd'hui. Il n'était plus le reflet de mon isolement, mais plutôt une toile vierge attendant d'être remplie de nouvelles couleurs, de nouvelles expériences. Je me suis préparé un café, le rituel familier de la cafetière ronronnant, me rappelant une forme de normalité rassurante. En attendant que l'eau chauffe, j'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre. Les premières lueurs du jour peignaient le ciel de nuances pastel, un spectacle doux et apaisant. J'ai pensé à mes enfants. Leur absence, ce vide qu'ils avaient laissé, avait été une source de douleur constante. Je me demandais s'ils pensaient parfois à moi, s'ils se souvenaient des moments plus heureux, de ces rires partagés autour de la table de la cuisine. L'idée de leur annoncer la nouvelle me traversait l'esprit, mais une appréhension subtile me retint. Pas par peur de leur jugement, mais par désir de préserver cette nouvelle force que je venais de découvrir en moi. Je ne voulais pas qu'ils me voient comme celle qui avait enfin trouvé sa fortune, mais comme celle qui avait retrouvé sa propre valeur, indépendamment de toute considération matérielle. J'ai versé le café dans ma tasse préférée, celle ornée de petites fleurs bleues, un cadeau de ma fille aînée il y a bien des années. Ce geste simple, boire mon café dans cette tasse, me rappela que malgré la distance, malgré les blessures, il restait des liens, des souvenirs précieux. Ces souvenirs, je ne voulais pas les effacer, mais plutôt les intégrer à cette nouvelle vie qui s'ouvrait à moi. Les 50 millions n'étaient pas une baguette magique qui effacerait le passé, mais plutôt un outil, une opportunité de reconstruire sur des bases plus solides, plus sereines. J'ai décidé de ne pas me précipiter. La banque pouvait attendre encore quelques heures. Pour l'instant, je voulais savourer ce moment de calme, cette sensation nouvelle de liberté. J'ai pris mon livre, celui acheté à la librairie,
et me suis assise à la table de la cuisine, la tasse fumante entre mes mains. Les mots sur la page semblaient plus clairs, plus vibrants. C'était comme si, libéré du poids de l'inquiétude financière, mon esprit était enfin capable d'apprécier pleinement la beauté d'une histoire bien écrite. Je me suis sentie reconnaissante pour cette tante lointaine, pour ce legs inattendu qui avait agi comme un catalyseur, me poussant à sortir de ma torpeur, à me redécouvrir. Cette femme, dont je ne savais presque rien, m'avait offert le plus beau des cadeaux. La possibilité de choisir mon propre chemin, de vivre enfin la vie que j'avais toujours secrètement désirée. L'aube se levait véritablement maintenant, baignant la pièce d'une lumière douce et prometteuse. Il était temps de commencer à écrire le premier chapitre de ma nouvelle existence. La lumière du jour, désormais franche, baignait la pièce d'une clarté nouvelle, dissipant les dernières ombres de la nuit et, avec elle, une partie de mes angoisses. J'ai fini mon café, le goût amer mais réconfortant emplissant ma bouche. Les 50 millions. Le chiffre semblait presque irréel, une chimère qui avait pris corps dans la réalité la plus tangible. J'ai posé la tasse sur la table de la cuisine, le léger bruit du contact résonnant dans le silence. Il était temps. Le temps de faire le premier pas concret vers cette nouvelle vie. La banque. L'idée de franchir le seuil de cet établissement, autrefois symbole de mes contraintes, me remplissait d'une excitation mêlée d'une pointe d'appréhension. Comment allais-je être reçu? Mon visage, marqué par le temps et les soucis, trahirait-il le tourbillon d'émotions qui m'agitait intérieurement? J'ai choisi une tenue simple, mais soignée. Une veste en laine douce, un pantalon confortable, des chaussures qui ne me rappelaient pas les longues marches sous la pluie pour économiser chaque centime. Chaque détail comptait, chaque geste était une affirmation de ce nouveau départ. J'ai jeté un dernier regard autour de moi, sur cette maison qui avait été le témoin de tant d'années de labeur et de sacrifice. Les murs semblaient moins gris, le mobilier moins usé. C'était mon regard qui avait changé, mon regard sur le monde et sur moi-même. J'ai attrapé mon sac à main, vérifié que mes clés étaient bien là, et je me suis dirigé vers la porte d'entrée. L'air frais du matin m'a accueilli, vivifiant mes sens. La rue était encore calme, quelques passants matinaux se hâtant vers leurs occupations. Le monde continuait sa course, indifférent à la révolution silencieuse qui s'était opérée en moi. Je me suis dirigé vers le centre-ville, mon pas plus assuré qu'il ne l'avait été depuis des lustres. Chaque pas me rapprochait de mon objectif, de cette conversation qui allait sceller mon destin. J'imaginais le visage du conseiller bancaire, habitué aux demandes ordinaires, au crédit et aux comptes courants. Comment réagirait-il face à un testament oublié, à un héritage qui allait bouleverser sa routine? J'ai souri à cette pensée. Il y avait une certaine ironie à cette situation, une revanche douce sur une vie qui m'avait souvent tenu à l'écart des plaisirs simples. J'ai traversé la place principale, observant les vitrines des magasins qui commençaient à s'animer. Autrefois, je passais devant ces boutiques avec un sentiment de frustration, de désir inassouvi. Aujourd'hui, je savais que ces vitrines ne représentaient plus des rêves inaccessibles, mais des possibilités. La possibilité de choisir, de me permettre, de vivre sans cette épée de Damoclès au-dessus de ma tête. Le bâtiment de la banque se dressait devant moi, imposant et familier. Je me suis arrêté un instant sur le trottoir, prenant une profonde inspiration. Le moment était venu. J'ai poussé la lourde porte en verre, le tintement de la clochette annonçant mon arrivée. L'intérieur était feutré, empreint d'une atmosphère de sérieux et de professionnalisme. Le marbre froid des murs, le bourdonnement discret des conversations, tout me rappelait le monde de l'argent, un monde auquel j'étais sur le point d'accéder d'une manière que personne n'aurait pu imaginer. Je me suis approché du guichet d'accueil, le cœur battant la chamade. Une jeune femme au sourire professionnel m'accueillit. Son regard, d'abord neutre, s'éclaira d'une curiosité polie lorsqu'elle consulta mon nom sur son écran. « Madame Dubois, je vous en prie, asseyez-vous. Monsieur Bernard vous recevra dans un instant. » J'ai hoché la tête, cherchant du regard un endroit où me poser. Le fauteuil en cuir sombre semblait m'appeler. La banque pouvait attendre encore quelques heures. Pour l'instant, je voulais savourer ce moment de calme, cette sensation nouvelle de liberté. J'ai pris mon livre, celui acheté à la librairie, et me suis assise à la table de la cuisine, la tasse fumante entre mes mains. Les mots sur la page semblaient plus clairs, plus vibrants. C'était comme si, libéré du poids de l'inquiétude financière, mon esprit était enfin capable d'apprécier pleinement la beauté d'une histoire bien écrite. Je me suis sentie reconnaissante pour cette tante lointaine, pour ce legs inattendu qui avait agi comme un catalyseur, me poussant à sortir de ma torpeur, à me redécouvrir. Cette femme, dont je ne savais presque rien, m'avait offert le plus beau des cadeaux. La possibilité de choisir mon propre chemin, de vivre enfin la vie que j'avais toujours secrètement désirée. L'aube se levait véritablement maintenant, baignant la pièce d'une lumière douce et prometteuse.
Il était temps de commencer à écrire le premier chapitre de ma nouvelle existence. La lumière du jour, désormais franche, baignait la pièce d'une clarté nouvelle, dissipant les dernières ombres de la nuit et, avec elle, une partie de mes angoisses. J'ai fini mon café, le goût amer mais réconfortant emplissant ma bouche. Les 50 millions. Le chiffre semblait presque irréel, une chimère qui avait pris corps dans la réalité la plus tangible. J'ai posé la tasse sur la table de la cuisine, le léger bruit du contact résonnant dans le silence. Il était temps. Le temps de faire le premier pas concret vers cette nouvelle vie. La banque. L'idée de franchir le seuil de cet établissement, autrefois symbole de mes contraintes, me remplissait d'une excitation mêlée d'une pointe d'appréhension. Comment allais-je être reçu? Mon visage, marqué par le temps et les soucis, trahirait-il le tourbillon d'émotions qui m'agitait intérieurement? J'ai choisi une tenue simple, mais soignée. Une veste en laine douce, un pantalon confortable, des chaussures qui ne me rappelaient pas les longues marches sous la pluie pour économiser chaque centime. Chaque détail comptait, chaque geste était une affirmation de ce nouveau départ. J'ai jeté un dernier regard autour de moi, sur cette maison qui avait été le témoin de tant d'années de labeur et de sacrifices. Les murs semblaient moins gris, le mobilier moins usé. C'était mon regard qui avait changé, mon regard sur le monde et sur moi-même. J'ai attrapé mon sac à main, vérifié que mes clés étaient bien là, et je me suis dirigé vers la porte d'entrée. L'air frais du matin m'a accueilli, vivifiant mes sens. La rue était encore calme, quelques passants matinaux se hâtant vers leurs occupations. Le monde continuait sa course, indifférent à la révolution silencieuse qui s'était opérée en moi. Je me suis dirigé vers le centre-ville, mon pas plus assuré qu'il ne l'avait été depuis des lustres. Chaque pas me rapprochait de mon objectif, de cette conversation qui allait sceller mon destin. J'imaginais le visage du conseiller bancaire, habitué aux demandes ordinaires, au crédit et aux comptes courants. Comment réagirait-il face à un testament oublié, à un héritage qui allait bouleverser sa routine? J'ai souri à cette pensée. Il y avait une certaine ironie à cette situation, mais une revanche douce sur une vie qui m'avait souvent tenu à l'écart des plaisirs simples. J'ai traversé la place principale, observant les vitrines des magasins qui commençaient à s'animer. Autrefois, je passais devant ces boutiques avec un sentiment de frustration, de désir inassouvi. Aujourd'hui, je savais que ces vitrines ne représentaient plus des rêves inaccessibles, mais des possibilités. La possibilité de choisir, de me permettre, de vivre sans cette épée de Damoclès au-dessus de ma tête. Le bâtiment de la banque se dressait devant moi, imposant et familier. Je me suis arrêté un instant sur le trottoir, prenant une profonde inspiration. Le moment était venu. J'ai poussé la lourde porte en verre, le tintement de la clochette annonçant mon arrivée. L'intérieur était feutré, empreint d'une atmosphère de sérieux et de professionnalisme. Le marbre froid des murs, le bourdonnement discret des conversations, tout me rappelait le monde de l'argent, un monde auquel j'étais sur le point d'accéder d'une manière que personne n'aurait pu imaginer. Je me suis approché du guichet d'accueil, le cœur battant la chamade. Une jeune femme au sourire professionnel m'accueillit. Son regard, d'abord neutre, s'éclaira d'une curiosité polie lorsqu'elle consulta mon nom sur son écran. « Madame Dubois, je vous en prie, asseyez-vous. Monsieur Bernard vous recevra dans un instant. » J'ai hoché la tête, cherchant du regard un endroit où me poser. Le fauteuil en cuir sombre semblait m'appeler. Ils ne savaient pas que leur mère, celle qu'ils avaient reléguée au second plan, détenait désormais les clés d'un avenir qu'ils n'auraient jamais pu imaginer pour moi. Le poids des années de sacrifice semblait s'alléger d'un coup. Une nouvelle page s'ouvrait, et pour la première fois depuis longtemps, je sentais que j'avais le pouvoir de l'écrire moi-même. Le bureau de Monsieur Bernard, autrefois un lieu intimidant, était devenu le théâtre de ma renaissance. Les quelques jours qui avaient suivi cette première rencontre s'étaient étirés en une attente fébrile, ponctuée par des appels téléphoniques et des échanges de courriels avec la banque. L'argent. Les 50 millions. Ce chiffre, autrefois chimérique, prenait désormais une forme concrète, se matérialisant sur des relevés bancaires que je gardais précieusement. J'avais choisi de ne rien dire à personne, pas même à mes enfants. L'idée de leur réaction, de leurs questions trop pressantes, de leur possible avidité, me glaçait encore. Laissez-leur croire que leur mère était toujours cette vieille femme effacée, oubliée de tous. Cette ignorance me donnait une force nouvelle, une forme de pouvoir que je n'avais jamais connue. Je me souviens de cette première fois où j'ai franchi le seuil d'une boutique de luxe, non plus avec la honte de regarder les prix, mais avec la simple curiosité de choisir. J'avais passé des années à compter chaque sou, à renoncer à tout plaisir sous prétexte de nécessité. Maintenant, la nécessité avait changé de visage. Ce n'était plus celle de survivre, mais celle de vivre pleinement. J'avais acheté une robe en soie, d'un bleu nuit profond, qui caressait ma peau avec une douceur inattendue. Ce n'était pas ostentatoire, juste élégant.
Une élégance discrète, à l'image de ma nouvelle vie. J'avais aussi acheté un foulard en cachemire, une petite folie qui, autrefois, m'aurait semblé un luxe indécent. Ces petits plaisirs, si simples en apparence, étaient pour moi des révolutions intérieures. Chaque achat était une affirmation de ma nouvelle liberté, une revanche sur les années de privation. J'ai repensé à ces moments où je faisais mes courses au marché, comparant les prix au kilo, choisissant les légumes les moins chers, ceux qui avaient un peu trop mûri. Aujourd'hui, je pouvais me permettre le meilleur, sans arrière-pensée. C'était une sensation étrange, presque irréelle, de ne plus avoir à me soucier du coût de la vie. Mais au milieu de cette nouvelle aisance, une mélancolie persistait. Mes enfants. Leurs appels étaient devenus rares, leurs visites encore plus. Ils avaient leur propre vie, leurs propres préoccupations, et j'étais devenue une ombre dans leur existence. J'avais toujours espéré qu'un jour, ils réaliseraient la valeur de leur mère, qu'ils comprendraient les sacrifices que j'avais faits pour eux. Mais apparemment, la réalité était différente. Ils ne me voyaient plus, ou plutôt, ils ne voulaient plus me voir. Cette pensée me serrait le cœur. J'avais l'argent, la liberté, mais il me manquait quelque chose d'essentiel, leur affection, leur reconnaissance. Un après-midi, alors que je me promenais dans le parc, le soleil filtrant à travers les feuilles d'automne, j'ai vu une jeune femme jouer avec son petit-fils. L'innocence de l'enfant, la tendresse dans le regard de la grand-mère, tout cela m'a rappelé des souvenirs lointains, des moments simples et heureux que j'avais partagés avec mes propres enfants, quand ils étaient petits. Ces images, si vives, m'ont submergé d'une tristesse profonde. J'avais tant donné, tant sacrifié, et au final, j'étais seule. L'argent ne pouvait pas acheter l'amour, ni réparer les liens brisés. Je me suis assise sur un banc, observant le monde autour de moi. Les couples âgés se promenaient main dans la main, les familles riaient et jouaient. J'étais entourée de vie, mais je me sentais plus seule que jamais. Les 50 millions, cette fortune qui devait m'apporter le bonheur, semblait soudain bien dérisoire face à ce vide affectif. J'avais échangé mes contraintes financières contre une autre forme de solitude, une solitude plus profonde, plus amère. J'ai sorti mon téléphone, hésitant. Devais-je les appeler? Leur dire que j'allais bien, que j'avais des nouvelles? Non, ce n'était pas le moment. Je ne voulais pas qu'ils voient ma détresse, ni qu'ils pensent que j'avais besoin d'eux. J'avais appris à compter sur moi-même, et c'était désormais ma seule et unique certitude. La vie m'avait appris une leçon cruelle. L'indépendance, même financière, ne remplaçait pas le lien familial. Ils ne savaient pas que leur mère, celle qu'ils avaient reléguée au second plan, détenait désormais les clés d'un avenir qu'ils n'auraient jamais pu imaginer pour moi. Le poids des années de sacrifice semblait s'alléger d'un coup. Une nouvelle page s'ouvrait, et pour la première fois depuis longtemps, je sentais que j'avais le pouvoir de l'écrire moi-même. Le bureau de M. Bernard, autrefois un lieu intimidant, était devenu le théâtre de ma renaissance. Les quelques jours qui avaient suivi cette première rencontre s'étaient étirés en une attente fébrile, ponctuée par des appels téléphoniques et des échanges de courriels avec la banque. L'argent. Les 50 millions. Ce chiffre, autrefois chimérique, prenait désormais une forme concrète, se matérialisant sur des relevés bancaires que je gardais précieusement. J'avais choisi de ne rien dire à personne, pas même à mes enfants. L'idée de leur réaction, de leurs questions trop pressantes, de leur possible avidité, me glaçait encore. Laissez-leur croire que leur mère était toujours cette vieille femme effacée, oubliée de tous. Cette ignorance me donnait une force nouvelle, une forme de pouvoir que je n'avais jamais connue. Je me souviens de cette première fois où j'ai franchi le seuil d'une boutique de luxe, non plus avec la honte de regarder les prix, mais avec la simple curiosité de choisir. J'avais passé des années à compter chaque sou, à renoncer à tout plaisir sous prétexte de nécessité. Maintenant, la nécessité avait changé de visage. Ce n'était plus celle de survivre, mais celle de vivre pleinement. J'avais acheté une robe en soie, d'un bleu nuit profond, qui caressait ma peau avec une douceur inattendue. Ce n'était pas ostentatoire, juste élégant. Une élégance discrète, à l'image de ma nouvelle vie. J'avais aussi acheté un foulard en cachemire, une petite folie qui, autrefois, m'aurait semblé un luxe indécent. Ces petits plaisirs, si simples en apparence, étaient pour moi des révolutions intérieures. Chaque achat était une affirmation de ma nouvelle liberté, une revanche sur les années de privation. J'ai repensé à ces moments où je faisais mes courses au marché, comparant les prix au kilo, choisissant les légumes les moins chers, ceux qui avaient un peu trop mûri. Aujourd'hui, je pouvais me permettre le meilleur, sans arrière-pensée. C'était une sensation étrange, presque irréelle, de ne plus avoir à me soucier du coût de la vie. Mais au milieu de cette nouvelle aisance, une mélancolie persistait. Mes enfants. Leurs appels étaient devenus rares, leurs visites encore plus. Ils avaient leur propre vie, leurs propres préoccupations, et j'étais devenue une ombre dans leur existence. J'avais toujours espéré qu'un jour,
Ils réaliseraient la valeur de leur mère, qu'ils comprendraient les sacrifices que j'avais faits pour eux. Mais apparemment, la réalité était différente. Ils ne me voyaient plus, ou plutôt, ils ne voulaient plus me voir. Cette pensée me serrait le cœur. J'avais l'argent, la liberté, mais il me manquait quelque chose d'essentiel, leur affection, leur reconnaissance. Un après-midi, alors que je me promenais dans le parc, le soleil filtrant à travers les feuilles d'automne, j'ai vu une jeune femme jouer avec son petit-fils. L'innocence de l'enfant, la tendresse dans le regard de la grand-mère, tout cela m'a rappelé des souvenirs lointains, des moments simples et heureux que j'avais partagés avec mes propres enfants, quand ils étaient petits. Ces images, si vives, m'ont submergé d'une tristesse profonde. J'avais tant donné, tant sacrifié, et au final, j'étais seule. L'argent ne pouvait pas acheter l'amour, ni réparer les liens brisés. Je me suis assise sur un banc, observant le monde autour de moi. Les couples âgés se promenaient main dans la main, les familles riaient et jouaient. J'étais entourée de vie, mais je me sentais plus seule que jamais. Les 50 millions, cette fortune qui devait m'apporter le bonheur, semblait soudain bien dérisoire face à ce vide affectif. J'avais échangé mes contraintes financières contre une autre forme de solitude, une solitude plus profonde, plus amère. J'ai sorti mon téléphone, hésitant. Devais-je les appeler? Leur dire que j'allais bien, que j'avais des nouvelles? Non, ce n'était pas le moment. Je ne voulais pas qu'ils voient ma détresse, ni qu'ils pensent que j'avais besoin d'eux. J'avais appris à compter sur moi-même, et c'était désormais ma seule et unique certitude. La vie m'avait appris une leçon cruelle. L'indépendance, même financière, ne remplaçait pas le lien familial. Et pourtant, je ne regretterai jamais d'avoir eu cette chance, cette opportunité de changer ma vie. Il me fallait juste trouver un moyen de remplir ce vide, de donner un sens à cette nouvelle existence, au-delà des chiffres et des possessions. La route était encore longue, et le chemin vers le véritable bonheur, incertain. Le soleil déclinait lentement, projetant de longues ombres sur les avenues parisiennes. L'air frais de fin d'après-midi caressait mon visage alors que je marchais, sans but précis, le long de la Seine. Les 50 millions. Ils étaient là, dans mon compte en banque, une réalité tangible qui avait transformé ma vie, mais pas mon âme. Le vide laissé par mes enfants semblait s'élargir, une plaie béante que même la richesse la plus opulente ne pouvait refermer. J'avais toujours cru que l'argent apporterait la sérénité, la sécurité, peut-être même un semblant de bonheur. Mais il avait surtout mis en lumière l'étendue de mon isolement. Je me souvenais des visages de mes enfants, de leur rire d'autrefois, des petites mains agrippées à mes doigts. Où étaient passés ces moments? Était-ce ma faute? Avais-je trop donné, trop sacrifié, au point de devenir invisible? Ou étaient-ils simplement trop absorbés par leur propre vie pour se souvenir de celle qui leur avait tout donné? Ces questions tournaient en boucle dans mon esprit, sans réponse. J'ai repensé à ma tante Émilie. Elle aussi avait vécu seule, mais il me semblait qu'elle avait trouvé une forme de paix dans sa solitude. Peut-être était-ce la lecture, ses promenades solitaires, ou simplement son acceptation de la vie telle qu'elle était. Moi, je n'arrivais pas à atteindre cette sérénité. La richesse m'avait offert la liberté, mais elle m'avait aussi confronté à une vérité amère. L'amour ne s'achète pas. Un couple âgé est passé à côté de moi, se tenant la main, leur visage ridé illuminé par un sourire complice. Une vague de nostalgie m'a submergée. J'aurais aimé partager cette nouvelle vie avec quelqu'un, avec eux. Mais les années avaient creusé un fossé infranchissable. Ils ne me reconnaîtraient peut-être même pas, tant j'avais changé, tant j'avais dû me transformer pour survivre. L'idée de faire quelque chose de ce legs, de donner un sens à cette fortune qui me pesait autant qu'elle me libérait, a commencé à germer. Ce n'était pas juste pour moi. Peut-être que je pouvais aider d'autres personnes, celles qui, comme moi, avaient connu la précarité, le manque, le sentiment d'être oubliées. J'avais toujours eu un cœur compatissant, même lorsque je devais le cacher pour ne pas me laisser submerger par la tristesse. Je me suis arrêtée devant une librairie. Les vitrines regorgeaient de romans, de biographies, de livres d'art. J'ai pensé à ma tante, à sa passion pour la littérature. Elle avait toujours eu une âme d'écrivain, une sensibilité qui transparaissait dans ses lettres. Peut-être que je pouvais honorer sa mémoire d'une manière qui aurait du sens pour elle et pour moi. J'ai décidé de rentrer chez moi. Non pas dans mon appartement modeste, mais dans une nouvelle demeure, plus spacieuse, plus lumineuse. J'avais fait l'acquisition d'une petite maison de ville, un endroit où je pourrais enfin respirer, où je pourrais construire un nouveau chapitre, loin des fantômes du passé. Les murs étaient encore vides, mais je savais que j'allais y apporter ma touche, y créer un refuge. Ce soir-là, assise dans mon nouveau salon, une tasse de thé fumante entre les mains, j'ai regardé la vie scintiller à travers la fenêtre. La solitude était toujours là, une compagne fidèle, mais elle n'était plus synonyme de désespoir. Elle était devenue un espace de réflexion, une invitation à me réinventer.
Les 50 millions étaient une chance, une opportunité de trouver un nouveau sens à mon existence. Et j'étais déterminée à y parvenir, à trouver la paix, non pas dans la richesse, mais dans la générosité, dans la création, dans la redécouverte de moi-même. Le chemin serait long, mais pour la première fois depuis longtemps, je sentais qu'il y avait une lumière au bout du tunnel. Une lumière que j'allais allumer moi-même. Le silence de la nouvelle maison était assourdissant, un contraste saisissant avec le tumulte de mes pensées. Les murs nus reflétaient mon propre vide intérieur, un espace à remplir, à façonner. J'avais passé des semaines à déballer les quelques affaires qui me restaient de mon ancienne vie, des objets simples, chargés de souvenirs d'eau amère. Une vieille photographie jaunie, où mes enfants, encore tout petits, riaient aux éclats sur une plage ensoleillée, reposait désormais sur la cheminée. Je la regardais souvent, une pointe de tristesse au cœur, me demandant où ces rires s'étaient envolés. Ma tante Émilie m'avait légué une petite collection de livres anciens, reliés de cuir patiné. Je les avais toujours considérés comme des trésors, mais je n'avais jamais eu le temps de m'y plonger vraiment. Maintenant, j'avais tout le temps du monde. Un après-midi pluvieux, alors que les gouttes tambourinaient doucement contre les vitres, j'ai ouvert un volume poussiéreux. C'était un recueil de poèmes, dont certains étaient manuscrits, des vers griffonnés avec une élégance désuète. En parcourant ces pages, j'ai découvert une nouvelle facette de ma tante, une âme sensible et rêveuse, bien loin de l'image austère qu'elle projetait. Elle y évoquait la solitude, certes, mais aussi la beauté des petits riens, la force de l'introspection, la joie trouvée dans la contemplation. Ces poèmes résonnaient en moi avec une force inattendue. Ils parlaient d'un amour non réciproque, d'une attente silencieuse, d'une acceptation sereine du destin. J'ai commencé à écrire moi-même, d'abord timidement, puis avec une ferveur croissante. Les mots venaient, comme une rivière longtemps contenue qui trouve enfin son cours. Je ne cherchais pas la gloire, ni même la reconnaissance. J'écrivais pour moi, pour donner forme à mes émotions, pour comprendre cette nouvelle existence qui s'ouvrait à moi. Chaque vers était une pierre posée sur le chemin de ma reconstruction. Un matin, un coup à la porte m'a tiré de ma rêverie. C'était un jeune homme, le fils de mon ancien voisin, un garçon que j'avais vu grandir. Il m'a dit qu'il avait entendu parler de ma situation, qu'il savait que j'avais eu des difficultés. Il était là pour proposer son aide, pour faire quelques courses, pour rendre service. J'ai été touchée par sa démarche sincère, par cette gentillesse désintéressée. C'était un petit geste, mais il avait le poids d'un monde. Il m'a rappelé qu'il existait encore de la bienveillance, même quand on pense être seul. J'ai accepté son aide avec gratitude. Nous avons discuté un moment, et j'ai senti une connexion se créer, un lien ténu mais réel. Il m'a parlé de ses propres projets, de ses rêves d'ouvrir une petite librairie solidaire. L'idée a fait son chemin en moi. Peut-être que ma fortune pouvait servir à quelque chose de concret, à aider d'autres à réaliser leurs aspirations. Ce n'était plus seulement une question de survie, ni même de plaisir personnel. C'était une opportunité de laisser une trace, de faire une différence. Les 50 millions, qui avaient semblé si lourds à porter, commençaient à prendre un nouveau sens. Ils n'étaient plus le symbole de mon isolement, mais un potentiel de création, de partage. L'idée de la librairie solidaire a germé, s'est enrichie. J'imaginais un lieu chaleureux, rempli de livres, où les gens pourraient se retrouver, échanger, partager. Un lieu qui honorerait la mémoire de ma tante Émilie, et qui, peut-être, apaiserait un peu ma propre solitude. J'ai senti une nouvelle énergie m'envahir, une détermination nouvelle. Le chemin serait encore long, mais pour la première fois, je ne me sentais plus seule face à lui. Il y avait une lumière, une direction. Et cette lumière, je la construirais moi-même, vers après vers, livre après livre. Les jours se sont étirés, se transformant en semaines, puis en mois. Ma nouvelle maison, autrefois un espace vide et silencieux, avait commencé à se remplir de vie, ou du moins, de ma vie. Les murs nus avaient cédé la place à des étagères chargées de livres. Ma tante Émilie semblait veiller sur moi à travers ses reliures anciennes. J'avais installé un petit bureau près de la fenêtre, un endroit où je pouvais écrire, où les mots trouvaient enfin leur chemin, libérant les émotions enfouies. Les poèmes de ma tante étaient devenus mes confidents, c'est vers une invitation à explorer ma propre âme. Je me surprenais à sourire en lisant ses réflexions sur la beauté fugace d'un coucher de soleil, sur la mélancolie douce d'une journée d'automne. Elle avait trouvé la paix dans ces moments simples, et je commençais à comprendre pourquoi. Le jeune homme, dont j'avais oublié le prénom, revenait régulièrement. Il s'appelait Thomas. Il venait m'aider pour les courses, mais surtout, il venait discuter. Il me parlait de son projet de librairie solidaire avec une passion contagieuse. Ses yeux s'illuminaient lorsqu'il évoquait l'idée de créer un lieu où les livres seraient des passerelles, où la lecture deviendrait un acte de partage et de soutien. Il avait une vision claire, un rêve auquel je me sentais de plus en plus connectée.
Mes 50 millions, ces chiffres qui avaient un jour semblé si dérisoires face à mon chagrin, commençaient à prendre une dimension nouvelle. Ils n'étaient plus un fardeau, mais une promesse. La promesse de donner vie au rêve de Thomas, et par extension, de construire quelque chose qui aurait du sens pour moi aussi. Nous avons commencé à travailler ensemble sur ce projet. J'ai mis mes ressources à sa disposition, non pas comme une simple donatrice, mais comme une partenaire. Nous avons visité des locaux, discuté des aménagements, sélectionné les premiers livres. C'était un travail passionnant, qui me sortait de ma solitude et me reconnectait au monde. J'apprenais à faire confiance à nouveau, à partager mes idées, à écouter celles des autres. Thomas, avec sa jeunesse et son enthousiasme, insufflait une énergie nouvelle dans ma vie. Il ne voyait pas la femme riche et abandonnée, mais une personne avec des idées, une force tranquille. Il me parlait de ses parents, de ses joies et de ses peines, et je me sentais moins seule qu'elle ne l'avait été depuis des années. Un jour, alors que nous étions dans un local potentiel, une ancienne boutique désaffectée au cœur d'un quartier populaire, Thomas m'a regardé avec une sincérité désarmante. « Vous savez, » m'a-t-il dit, « ce projet, c'est plus que des livres pour moi. C'est une façon de rendre hommage à ma mère. Elle aimait lire par-dessus tout, et elle m'a toujours dit que les livres étaient des amis fidèles. » Sa voix s'est brisée légèrement. J'ai compris alors qu'il portait aussi son propre fardeau, sa propre solitude. Nous étions deux âmes en quête de sens, réunis par le destin et par l'amour des mots. Les travaux ont commencé. La boutique a été transformée, repeinte, aménagée avec soin. J'ai veillé à ce que chaque détail reflète l'esprit de partage et de chaleur que nous voulions insuffler. Des fauteuils confortables ont été installés dans des coins lecture, des tables ont été disposées pour les ateliers d'écriture que nous envisagions. J'ai même fait graver une petite plaque discrète à l'entrée, en mémoire d'Émilie. Ce lieu deviendrait un hommage à ma tante, à sa passion, à sa sagesse discrète. Il deviendrait aussi le mien, un espace où je pouvais enfin me reconstruire, livre après livre, mot après mot. Les 50 millions n'étaient plus une somme abstraite dans un compte en banque. Ils étaient devenus des murs qui se dressaient, des étagères qui se remplissaient, des sourires qui se croisaient. Ils étaient la preuve tangible que même après la plus profonde des chutes, il était possible de se relever, de trouver un nouveau chemin, une nouvelle raison d'être. L'amour de mes enfants restait une blessure, une absence, mais elle n'était plus le centre de mon univers. Mon univers s'était élargi, il incluait désormais Thomas, cette librairie, et surtout une nouvelle version de moi-même, plus forte, plus résiliente, plus généreuse. La solitude était toujours là, mais elle était différente. Elle n'était plus un désert, mais un jardin secret où poussaient de nouvelles espérances. L'automne avait filé, non pas en année marquante, mais en saison douce qui s'était succédée avec une discrétion apaisante. La librairie, baptisée « L'écho des pages », avait ouvert ses portes il y a de cela quelques mois. Chaque jour, j'y retrouvais Thomas, son énergie débordante et sa passion contagieuse. Nous avions transformé cette ancienne boutique en un havre de paix, un lieu où les livres n'étaient pas de simples objets, mais des compagnons, des messagers d'histoire et d'émotion. Les murs, autrefois nus et impersonnels, étaient désormais ornés d'affiches de poètes oubliés, de citations inspirantes et de dessins d'enfants réalisés lors des ateliers que nous organisions. Des fauteuils confortables, choisis avec soin, invitaient à la lecture prolongée, tandis que les étagères, débordant de trésors littéraires, semblaient murmurer des promesses de découverte. Ma nouvelle vie s'était tissée au rythme des pages tournées, des conversations échangées, des rires partagés. La douleur de l'abandon par mes enfants s'était estompée, non pas qu'elle ait disparu, mais elle avait trouvé sa place, une cicatrice discrète sur le tableau de ma reconstruction. Elle n'était plus le centre de mon univers, mais un souvenir qui me rappelait la fragilité des liens humains et, paradoxalement, la force insoupçonnée que l'on peut trouver en soi. Mes 50 millions, autrefois un poids écrasant, étaient devenus le socle de ce nouveau projet, le carburant d'une renaissance inattendue. Ils avaient permis de donner vie à l'écho des pages, et par extension, de me redonner une raison d'être. Thomas, quant à lui, s'épanouissait. Son projet prenait une ampleur qu'il n'avait peut-être même pas osé imaginer au départ. La librairie était devenue un lieu de rencontre, un centre culturel vibrant où se côtoyaient des lecteurs de tous âges, des écrivains en herbe, des rêveurs. Il avait réussi à créer ce pont entre les livres et les cœurs, exactement comme il l'avait souhaité. Ses parents, qu'il évoquait souvent avec une tendresse infinie, auraient été fiers de lui. J'en étais convaincue. Un après-midi, alors que le soleil filtrait à travers les grandes vitrines, illuminant la poussière dansante dans l'air, je me suis surprise à observer Thomas avec une émotion nouvelle. Il discutait avec une jeune femme, lui conseillant un recueil de poèmes avec la même douceur et la même attention qu'il avait manifesté envers moi lors de notre première rencontre. Ce geste simple, cette bienveillance naturelle, m'a rappelé à quel point il était important de semer de telles graines dans le monde.
J'ai pris un livre de ma tante Émilie, un de ses précieux volumes reliés de cuir patiné, et je me suis installée dans un coin tranquille.